Je m'appelle Audrey Bigot, je suis designer, artisane. Je travaille au sein de l'atelier Moi Mais Mieux, qui est un atelier de design que j'ai cofondé avec Martin Barrault, qui viendra animer le workshop aussi avec moi. Donc on anime le workshop sur les chutes de Syrie, les croûtes de Syrie. Donc, je vais vous présenter un peu notre travail et notamment tout le travail qui est lié avec les matériaux et le fait de concevoir à partir de matériaux. Donc, on est un atelier de design qui fait à la fois de la conception et de la fabrication. On a choisi de en fait faire toute la partie fabrication aussi parce que ça nous permet d'avoir la main sur la façon dont on fabrique, ça nous permet de faire des allers-retours un peu constants avec la conception et du coup de pouvoir appliquer des modes de conception un peu sobres, notamment en travaillant à partir de matériaux de réemploi. Donc ce que j'appelle matériaux de réemploi, c'est des matériaux qui ont été utilisés ou pas, et qui auraient dû être utilisés ou pas, qui auraient dû être jetés ou pas. Donc parfois, en fait, c'est des matériaux qui ont été jetés alors qu'ils étaient neufs. Parfois, c'est des matériaux qui ont été déposés très soigneusement. C'est quoi le bruit, en fait? Ok, c'est plus que 10 cm du coup. Ok. Vous m'entendez bien encore là? Ok. Donc parfois c'est des matériaux qui ont été déconstruits de façon très méthodique et préservés. Nous, notre travail, ça va être de sourcer ces matériaux, donc c'est-à-dire de trouver des gisements, de les trouver en fait déjà, de les identifier, parce que en fait on se retrouve pas avec des matériaux qu'on peut commander, qui sont toujours les mêmes, qui sont normés, etc. Ensuite, on va concevoir en fonction de ces matériaux. C'est-à-dire qu'on va essayer de produire le moins de chutes possible, essayer d'optimiser au mieux les matériaux, essayer d'utiliser au mieux leurs caractéristiques techniques. Donc, c'est-à-dire que si par exemple on a du bois qui est une essence de bois qui peut être utilisée en extérieur, on va favoriser de l'utiliser en extérieur et comme ça on évite d'utiliser des bois qui sont moins résistants et qu'on va devoir traiter à l'extérieur. On travaille principalement pour soit des groupes d'habitants, des collectifs, ça peut être des associations, des entreprises, mais c'est des acteurs qui sont globalement assez engagés sur des questions sociales et environnementales. On a fait le choix de choisir les clients pour qui on travaille, parce qu'on a envie de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et on trouve aussi que, enfin du coup, ça évite que juste des gens nous fassent venir et que ce soit un peu superficiel. On préfère travailler avec des gens qui sont engagés eux aussi dans leur façon de travailler. Ensuite, c'est aussi un avantage pour nous de choisir les gens avec qui on travaille parce que, en fait, en tout cas, c'est quelque chose qui, a priori, fait un peu peur parce qu'on se dit « Ah, je vais pas avoir beaucoup de clients, je vais avoir du mal à en trouver ». Mais en fait, on se retrouve souvent avec des clients qui se ressemblent et donc travailler avec des clients qu'on choisit, ça permet que les suivants, ce soient des gens qui nous correspondent aussi. Donc voilà, c'est plutôt pour ça. L'échelle de ce qu'on fabrique, ça va du petit mobilier jusqu'à des micro-architectures. Ça dépend voilà, vraiment du projet, de ce qui est nécessaire. On a aussi une partie de notre travail qui est parfois, enfin en tout cas au début, on avait aussi une petite partie qui était du travail graphique, qu'on fait beaucoup moins, mais qui peut jouer tout de même dans nos projets. Et ensuite, on a aussi une petite partie de notre activité qui est de la déconstruction, c'est-à-dire qu'on dépose des matériaux pour les préserver, pour leur trouver un second usage ensuite. Ça, c'était pas le cœur de notre activité, mais on s'est mis à le faire parce qu'on le faisait pour nous et qu'on nous a demandé de le faire pour d'autres. Et en fait, quand on travaille dans le réemploi, comme il y a des formations qui commencent à se monter, mais en fait, c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas. Et donc voilà, ça commence à se développer, mais c'était pas hyper connu il y a encore quelques années. Ça, c'est une petite image. C'était une benne de déchets qui avait été laissée devant notre atelier qu'on avait à Nantes. Et elle résume bien ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire que là, on a une belle charpente qui est assemblée avec des
modes d'assemblage qui peuvent se désassembler, c'est-à-dire on a des chevilles, on a des boulons, donc en fait c'est une charpente qu'on aurait pu déposer et on aurait pu garder des poutres pour refaire une autre charpente, mais à la place de ça on l'a tronçonnée et elle va être recyclée, donc c'est-à-dire qu'elle va être brûlée, mais qu'on va quand même récupérer sa chaleur pour pas la brûler pour rien. Ou alors elle va être broyée pour faire des panneaux de particules, mais dans tous les cas c'est une transformation qui nécessite beaucoup d'énergie et qui va être assez peu valorisante en fait. C'est-à-dire qu'on avait un bon matériau et on se retrouve avec un truc moins bon. Donc nous c'est vraiment le contre-pied de ce qu'on veut faire. Notre but c'est plutôt de récupérer, de valoriser au mieux en fait ce qu'on récupère et ce qu'on source. Je vais vous présenter quelques projets qui sont vraiment du coup conçus en fonction de la ressource qu'on a. Ici, c'est des poutres, donc ça vient du musée d'art de Nantes. C'est des poutres qu'on a déposées. Donc, le musée d'art, en fait, on travaille avec eux depuis 4 ou 5 ans et ils nous font intervenir pour déposer leur scénographie et surtout réussir à préserver au mieux les matériaux et faire en sorte qu'il y ait le moins possible qui partent en déchets ultimes, donc à l'enfouissement ou à l'incinération. Avant, tout partait en fait. Il y avait une seule grosse benne, ils mettaient tout dedans. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est les poutres qui sont en haut, qui sont vraiment des énormes poutres, parce qu'elles faisaient 6 mètres de long. Enfin, la portée entre les deux murs, c'était 12 mètres. Et au moment où on a récupéré, où on a commencé le démontage, on a été contacté par une association qui voulait qu'on leur fabrique une serre sur mesure. Du coup, on leur a dit, en fait, on a le matériau et on va vous faire une proposition à partir de ça. Et du coup, la conception, elle est très cadrée parce que, en fait, on va pas leur faire plusieurs propositions de projets. On va leur dire, c'est ça le matériau, c'est ça la solution qu'on a. Ça permet de passer moins de temps d'aller-retour à la conception. Ça permet aussi du coup de réduire les coûts parce que là on était sur une petite asso qui avait vraiment un budget assez limité, mais on a réussi à leur faire quelque chose sur mesure malgré ça. Donc là ce que vous voyez sur l'image, c'est en fait il y a les poutres qui étaient recouvertes d'un petit contreplaqué. Donc on a enlevé le contreplaqué tout proprement en se disant bon, on va peut-être rien en faire mais on le garde quand même. Et ensuite, on a transformé les poutres pour en fait réutiliser exactement la même forme à une échelle qui est beaucoup plus réduite. Et donc, là par exemple, ce matériau-là, il est clairement... nous, on l'utilise pour quelque chose où on aurait pu utiliser des poutres beaucoup plus petites pour ce même projet, mais c'est le fait d'avoir ces poutres qui fait qu'on a dessiné la serre en fonction. Le fait que les poutres soient très larges, ça nous a permis de du coup s'en servir pour aussi aménager l'intérieur de la serre, qui est aussi une boutique avec des étagères, etc. Là, l'image que vous voyez à droite, c'est les boulons. Là, il y a 1,5 kg. Bon, 20 €, c'est chez Leroy Merlin, c'était très cher. Mais c'est la seule quantité de matériaux neufs qu'on a mis dans ce projet. Donc on a vraiment le poids très précis. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand on dit qu'on travaille à partir de matériaux de réemploi, on vise d'avoir dans nos projets 90 à 95% de matériaux qui sont issus du réemploi. Pourquoi pas 100%? Parce que c'est assez irréaliste, ça peut arriver, mais en tout cas, il y a toujours des éléments où on a besoin d'avoir des choses neuves, donc notamment la quincaillerie, même si des fois on en réemploie, souvent elle est de moins bonne qualité, elle peut s'être abîmée ou alors on va pas avoir exactement la bonne quincaillerie qui correspond aux matériaux qu'on a, donc on va souvent acheter neuf une partie de la quincaillerie. Donc là voilà, c'est les poutres qu'on a utilisées qui ont fait 7 km entre le lieu de la déconstruction et le lieu de la nouvelle serre. Et donc ça ressemble à ça, en fait on retrouve exactement la même forme qu'il y avait dans le musée. Ensuite ça c'est un autre élément qui venait d'une exposition aussi. Donc en fait il y a des grandes arches dans le patio, le lieu où il y a des expositions. Et là en fait pour des questions scénographiques, il y a une partie d'une arche qui avait été fermée. Donc là, la structure qu'on voit, elle était plaquée avec du placo-plâtre et elle était peinte. Enfin là, ça faisait un mur, quoi. Donc nous, on démonte proprement, sachant que le plâtre, par exemple, pour l'instant, on ne peut pas le réemployer. Il est recyclé, ce qui est
assez rarement le cas, même si c'est recyclable, donc c'est déjà pas mal. Quand on a récupéré quand on a vu cette structure, on a trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de très intéressant. Évidemment, on s'est dit en premier lieu, le musée va le garder parce que c'est exactement à la forme de leurs arches, mais en fait, ils voulaient pas. On travaille avec une ressourcerie sur ces projets-là qui va revendre une partie des matériaux. Et là, eux encore, ce qu'ils proposaient, c'était de tout démonter et de vendre en petits morceaux. Ce que nous, on trouvait dommage parce qu'on trouvait qu'il y avait une structure qui était assez intéressante. Elle était en double en plus. Donc on s'est dit, c'est quand même dommage de la mettre en tout petit. Et donc sur place, on essaye très vite comment est-ce qu'on peut assembler en fait ces petites structures. Et on se dit qu'on va pouvoir en faire un petit bureau mobile. Et donc du coup, on a ramené ces structures. On les a comblées on les a remplies avec de la sciure de bois qui nous permettent de les isoler. Et ça nous a permis de faire un petit bureau dans un espace qui est plutôt un hangar, donc où il n'y a pas d'espace chauffable. Et on a réutilisé les petites planches de contreplaqué dont on s'était dit, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et en fait, ça nous a permis de finir les cloisons et de pouvoir faire l'arche totalement fermée. Du coup, voilà, ça donne un petit bureau comme ça, qui est en fait avec des murs qui sont entièrement démontables. Ou qu'on peut déplacer sur un transpalette. Donc c'est quelque chose qui fait à peu près 2,20 m sur 2,20 m. Et là, c'est vraiment, le dessin, il vient vraiment de la structure. Parce qu'en fait, on n'aurait jamais dessiné cette forme pour faire un bureau, très probablement, si on avait sorti ça de nulle part. Mais là, le fait d'avoir cette arche qui est assez singulière, ça donne vraiment aussi une identité forte à ce bureau et ça a fait que ce projet il a assez marché parce que en fait ça en faisait un point reconnaissable dans le lieu. Les gens trouvaient qu'il y avait un aspect assez sympa à travailler dans un lieu qui était tout arrondi, etc. Donc c'était une bonne opportunité en fait. Ça a très bien fonctionné. Ensuite, ça, c'est une autre ressource qu'on avait trouvée. C'était des couvercles de caisses de stockage de pièces d'avions Airbus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est écrit A321 cabine, par exemple. Et donc, ça, on en avait une grande quantité, qui avait des formats un peu spéciaux, mais qui avait des formats, c'était des séries, en fait. Donc, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le réemploi, parce que réemployer plein de morceaux de bois de plein de tailles différentes, c'est très long parce qu'on doit trouver des usages pour chaque, réussir à optimiser, etc. Quand on a des choses en série, on peut commencer à penser des choses qui vont se répéter. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de temps. Et ces panneaux de CP, du coup, on en a fait plusieurs tables. L'idée, c'était de travailler sur du monomatériau, du coup. Donc on a essayé de faire en sorte comme on savait que les plateaux on devait les faire en plusieurs parties, on a joué avec un peu ce patchwork avec les différentes veines et teintes du bois. Pour faire l'épiètement, on a choisi de les doubler tout simplement pour avoir plus de résistance. Et ensuite on le voit pas là sur les images, mais on a préservé toutes les gravures avec les textes qu'il y avait, qu'on a un peu juste bouché avec de la pâte à bois, et du coup on garde un peu une trace de ce que c'était auparavant ces panneaux. Là, le dernier projet, ça c'est un projet qu'on a fait à Avignon. Alors on travaille globalement de façon assez locale autour de notre atelier, qui est maintenant en Bretagne. Mais du coup, là on avait une possibilité de faire ce projet à Avignon et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de voir si notre façon de travailler pouvait se répliquer dans un autre endroit, si on arrivait à reproduire à peu près les mêmes choses. Donc on avait été appelé pour aménager un lieu. Et du coup, on avait sourcé différentes choses. Donc sur l'image de gauche, c'est des portes qui viennent d'un immeuble qui était déconstruit. Et donc, il y a notamment les portes de cave là, qui sont ajourées. Comme c'était des portes de cave, donc dans un milieu assez humide, c'est du bois qui est résistant à l'extérieur, enfin c'est du Douglas, résistant à l'humidité, etc. Donc c'était plutôt intéressant pour nous. Après, on avait sourcé une grande quantité de palettes. Donc on ne travaille pas avec des palettes habituellement parce que, en tout cas,
à démonter, etc. Enfin, le bois est pas de bonne qualité, c'est pas vraiment quelque chose qu'on trouve intéressant. Là, l'avantage, c'est qu'elles avaient des formats vraiment particuliers, c'était vraiment très longue, et il y en avait une grande quantité, donc ça faisait une possible structure. On a transformé tout ça pendant un chantier participatif avec des bénévoles de l'association. Donc à gauche, vous voyez en fait donc l'espace qu'on a aménagé, c'était 2 anciens Algeco qui étaient déjà de réemploi parce qu'ils étaient dans un très piteux état. Donc nous, on est venu réaménager tout l'intérieur et le but, c'était aussi d'habiller l'extérieur pour que ce soit un lieu un peu plus reconnaissable et aussi un peu plus joli que les Algeco en plastique gris. Et du coup, donc, avec les palettes, on a fait, et avec le bois qu'on a sourcé, on a fait cet habillage en bois, où du coup, on a travaillé en fait avec les différentes longueurs de bois, on a choisi de les garder et de juste les réagencer de façon à faire une sorte de motif en fait, et d'avoir voilà, cette trame qui se répète. Et les différentes longueurs, ça nous a aussi permis d'avoir une plus grande hauteur et en tout cas casser un peu ce bloc qui n'était pas très heureux de l'Algeco tout bas et de potentiellement pouvoir un jour aménager le haut parce qu'en fait on a une petite balustrade déjà, etc. Voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai fait au plus vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou s'il y a des petites choses qui étaient... Oui. Du coup, bravo. Franchement, moi, ça m'épate. Je trouve ça cool, cette attention de réutiliser les matériaux. Moi, je me posais la question, comment ça se passe le moment entre le stockage et le moment où la personne va vous dire, voilà, on veut ce projet-là. Parce qu'avec cette façon de penser, on pourrait, je sais pas, stocker des quantités de matériaux. Ça peut servir et ça servira jamais. Comment tu t'organises ? C'est un des nœuds principaux du travail avec le réemploi, le stockage. Parce que effectivement, nous, on a un stockage qui est réduit, donc on ne peut pas se permettre de... Bon, déjà, on range bien pour optimiser l'espace. C'est aussi hyper important de bien ranger parce qu'en fait, quand on a besoin de prendre des choses, s'il faut brasser la moitié d'un tas de bois, c'est aussi la manutention, c'est long, etc. Donc pour revenir à ta question sur le stockage, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que y a 2 possibilités. Soit on trouve quelque chose, on sait qu'on va l'utiliser parce qu'on sait que c'est intéressant, on sait que c'est le genre de choses qu'on utilise rapidement, donc on va le prendre et le stocker. Soit on sait qu'on a tel projet et donc on va chercher les matériaux en fonction. Notamment, on a des matériaux qu'on sait qu'on peut avoir assez facilement. Voilà, il y a des gisements où on sait que tel type de choses, on le trouve assez facilement, tel autre moins. Et après, on est aussi assez souple pour développer un peu plus. En fait, quand on va dans les échanges qu'on a avec nos clients, en fait, nous, il y a des allers-retours constants entre la conception et la fabrication, parce que on a une première idée de base, on va la proposer aux clients, mais par exemple, là sur ce bardage, on leur a pas dit qu'ils allaient avoir ça. On leur a dit que ça allait être un bardage en bois, qu'il allait être ajouré, qu'il serait sans doute très probablement même dépareillé. Il y avait la question que peut-être des plantes puissent monter dessus. Et on leur montre plusieurs choses. On sait qu'on va travailler avec des lames et donc on leur fait un peu des essais graphiques, etc. Et c'est que quand on a sourcé tout qu'on peut leur faire une version un peu définitive. Mais il y a toujours cette souplesse-là. On ne va jamais cadrer, sauf si on sait le matériau qu'on a à l'avance. Par exemple, là, avec le contreplaqué Airbus, on sait qu'on va travailler avec tel contreplaqué, donc on va leur dire ça va être du bois, c'est de l'okoumé, donc c'est un peu rouge. Si cette teinte, elle vous dérange, on peut teindre un peu le bois différemment, mais en tout cas, il y a ce truc de la contrainte du matériau. Mais qui est souvent assez bien comprise, en fait, et qui nous évite plein de tergiversations sur je préférais un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. En fait, là, on avance un peu plus vite, quoi. Voilà, donc on essaye de ne pas stocker, mais ça nous arrive quand même de stocker des trucs et de se dire 2 ans plus tard, ça n'a toujours pas servi. Mais ça finit par servir. Voilà. Ok, merci beaucoup et vraiment un chouette métier, bravo. Merci. Il y avait quelqu'un au fond là-bas, je crois. Si vous arrivez à faire passer le micro... Eh bien, hop.
Merci pour la présentation. Et moi, je me demandais deux choses. Je me demandais, peut-être que j'ai été déconcentrée à un moment, j'espère pas, mais C'est pas grave. comment votre équipe, du coup, elle est constituée de qui exactement? Et est-ce que au sein de l'équipe, il y a des designers, des menuisiers, comment ça se compose? Et ma deuxième question, elle est plutôt sur la clientèle, parce que j'ai l'impression que du coup, il y a... quel genre de clientèle vous avez? Parce que vous avez parlé de scènes comme une scénographie, d'autres trucs pour des endroits très différents. Donc, est-ce que c'est vraiment des clients très différents ou est-ce qu'il y a une majorité? Voilà. Alors pour l'équipe, on est donc avec Martin, on est deux à être pleinement sur ce projet-là. On a tous les deux à peu près le même profil, c'est-à-dire qu'on a fait des études de design. Donc lui, il a fait un BTS en design graphique, moi j'ai fait un BTS en design produit, plutôt industriel. Et ensuite, on a fait l'ESSAD de Reims. Donc on a en tout cas un master en design d'objets et d'espace. Mais avec une pratique quand même d'atelier. En tout cas, l'ESSAD de Reims, c'est une école où on a beaucoup fait de l'atelier, beaucoup fabriqué, prototypé, un peu bidouillé avec les matériaux qu'on trouvait, etc. Donc on n'a pas d'une formation de menuisier en tant que telle. Après, en fait, c'est une formation qu'on a eue un peu nous-mêmes. On s'est un peu auto-formé et formé avec d'autres gens avec qui on a partagé notre atelier, avec qui on a échangé sur des choses. Après, on a aussi évolué dans nos techniques. On n'avait pas forcément les mêmes réalisations au début sur des choses vraiment, vraiment très techniques, etc. Ou aussi sur des trop grosses échelles. Donc ça, c'est pour nos profils. Après, dans notre organisation, on gère chacun un projet de façon un peu plus poussée. Il y a toujours une personne qui est référente sur un projet. En gros, on alterne 1 sur 2 parce que ça nous permet... Souvent, en fait, on mène plusieurs projets en même temps. Du coup, il y en a un qui va être en train de... il y a un projet qui va être assez abouti, où on va être à la phase de fabrication, et puis il y en a un qui va être un peu au début, où on va être dans la phase de conception, de premiers échanges avec les gens. Du coup, ça nous permet de pouvoir suivre 2 projets en même temps sans trop se casser la tête, et de se partager un peu aussi la charge mentale, d'éviter qu'on soit toujours 2 à venir à tous les rendez-vous, etc. Donc on a le même profil sur ça. Après, on a forcément des personnalités et des sensibilités un peu différentes. Ce qui fait que du coup, selon la personne qui gère le projet, souvent ça va être différent. Mais globalement, on a quand même un objectif qui est commun, qui est de valoriser au maximum les matériaux, d'être dans une logique assez sobre. D'un point de vue de l'esthétique aussi, on aime bien dessiner ce qu'on fait. On y applique un peu... c'est vrai qu'on... Nous, on a envie de démontrer que c'est pas parce que les matériaux ont déjà été utilisés ou qu'ils étaient dans une poubelle qu'en fait, ils ne sont pas de qualité. Donc, on essaie toujours de faire en sorte que ce soit aussi qualitatif qu'avec des matériaux neufs. Donc voilà, ça c'est notre objectif un peu commun et ce sur quoi on se retrouve. Après, pour les clients, du coup, je disais que le lien qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient assez engagés sur les questions sociales, environnementales, etc. Il y a pas mal d'associations. On a un petit peu d'entreprises. Ça peut être... en fait, on fait beaucoup de l'aménagement pour des lieux ou des espaces. Donc, ça peut être des espaces de travail partagés, type tiers-lieux, ce genre de choses. Ça peut être... on a fait aussi un peu des restaurants, des cafés. On a fait un peu... là, c'est plutôt de l'aménagement, c'est plutôt de l'agriculture urbaine. On a bossé pas mal pour des assos qui sont dans ces questions-là. Après, on a aussi un peu un travail avec les collectivités. Donc, quand je parlais de la déconstruction qu'on fait au musée d'art de Nantes, ça, c'est du coup notre client, c'est Nantes Métropole, c'est la collectivité. Et voilà, c'est des choses c'est des clients assez variés, mais du coup, ça permet aussi de s'équilibrer. Parce que, en fait, des fois, on va avoir, quand on a des petites assos, en fait, il y a des budgets très serrés, donc on essaye de faire au mieux.
Quand on a des collectivités, il y a plus de budget, mais par contre, c'est beaucoup plus lourd d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, d'avoir des clients assez différents, ça nous permet de s'équilibrer pas mal. Ok, trop bien. Et juste, du coup, avant de te passer le micro, désolé, je rebondis, mais l'atelier que vous avez à Nantes, du coup, c'est un atelier que vous avez seulement tous les deux, c'est un atelier partagé, comment vous avez atterri là-bas ? C'est un atelier partagé, donc c'est un atelier qu'on a quitté assez récemment, mais c'était un atelier partagé dans un espace collectif, donc on partageait le hangar avec une autre asso qui travaillait le bois avec d'autres menuisiers, etc. Et dans ce même espace, il y avait aussi une ferme urbaine qui organisait des événements, des soirées, etc. Il y avait aussi d'autres assos qui travaillaient sur des questions de low-tech. Il y avait une pépinière qui produisait des plantes des plantes tropicales de façon locale, une céramiste. Enfin voilà, c'était un peu l'ébullition et plein d'activités très différentes. Du coup, ça c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur de travailler dans des espaces collectifs, parce que ça permet de mutualiser, mais aussi c'est aussi agréable de partager son temps avec d'autres et d'échanger sur nos pratiques, même si elles peuvent être très différentes. Ok, merci beaucoup. Du coup, pareil, je ne sais pas si je vais poser une question qui a déjà été un peu répondue. C'est pas grave. Mais, je me posais la question du coup de la récupération de matériaux, parce que j'ai compris qu'à certains moments, vous récupériez des matériaux chez des clients pour les réinvestir au même endroit. Et si vous récupérez des matériaux ailleurs, est-ce que vous allez démarcher, ou est-ce que vous avez déjà un réseau, par exemple, d'entreprises qui vous contactent pour dire nous, on a des matériaux qui peuvent vous aider, et du coup, comment vous vous êtes peut-être fait connaître à ces endroits-là, et aussi depuis combien de temps vous faites ça aussi, Okay. Au niveau... voilà. Alors on existe depuis 2017, donc ça fait 7 ans. Pour la question des matériaux, alors c'est assez rare qu'on déconstruise des matériaux et qu'on les réutilise au même endroit. Souvent ça va plutôt être qu'on va les déconstruire quelque part et ils vont être réinjectés ailleurs. Mais il y a plein de sources différentes. On a des matériaux qui viennent donc de déconstruction qu'on fait en direct. Ça, du coup, c'est souvent des gens qui nous contactent, pas mal du bouche à oreille, ou bien des réseaux un peu d'autres professionnels dans le réemploi qui, du coup, transmettent un peu ce genre de petits plans qui sont possibles. Ensuite, on a effectivement aussi des matériaux qui nous sont amenés directement par des entreprises, parce que du coup, c'était pas le cas au début, mais petit à petit, en se faisant connaître, du coup, il y a des gens qui nous proposent des choses, et où du coup, on met en place ou pas le fait de récupérer régulièrement avec ces personnes-là. Il y a une partie des matériaux qu'on récupère via d'autres structures, donc ça peut être dans des ressourceries, des ressourceries plutôt de matériaux. Ça peut être avec des structures qui font de la mise en relation entre des gens qui veulent se débarrasser de matériaux et d'autres qui pourraient les reprendre. Donc, où en fait on nous transmet, tel bâtiment va être déconstruit, il va y avoir tel matériau, tel matériau, tel matériau, et nous on peut se positionner ou pas. Après, il y a aussi tout simplement le bouche à oreille, ça marche aussi beaucoup. Ça arrive aussi qu'on trouve via Le Bon Coin, parce qu'en fait, il y a beaucoup, même d'entreprises, de particuliers ou d'entreprises qui mettent des annonces avec des matériaux qui peuvent être récupérés. Voilà, donc c'est assez vaste. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par dire que j'aime beaucoup votre travail, pour mettre le doigt où il ne faut pas. En termes économiques, moi je me pose la question, au niveau du sourçage des matériaux, ça coûte extrêmement cher en termes de ressources humaines, en termes de stockage. Comment ça se passe au niveau de la compétitivité de votre entreprise ? Alors, nous, la première chose qu'on dit
aux gens avec qui on travaille, c'est que c'est pas parce que c'est du réemploi que ça coûte forcément moins cher. On introduit déjà un peu ça parce que sinon on se heurte à des gens qui se disent ils ont trouvé des trucs comme ça dans la rue et puis du coup ils vont me le mettre et en fait ça me coûte rien. Donc on explique aux gens que notre démarche elle est celle de la revalorisation artisanale, donc c'est-à-dire qu'on a un travail de transformation des matériaux qui fait que globalement on est je pense que avant les hausses de matériaux avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc., on était à peu près à un équivalent de prix neuf en comptant le temps qu'on passe en plus à trouver ces matériaux et les éventuelles transformations en plus qu'il y a. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être être même un peu moins cher par rapport à des matériaux neufs. En tout cas, c'est sûr que sur le coût des matériaux, on est beaucoup plus faible. Et même en passant un peu plus de temps, souvent, ça nous coûte quand même moins cher que les matériaux neufs. Donc, après, c'est une vraie question, l'équilibre économique, parce que effectivement, le réemploi, ça coûte de l'argent. C'est forcément un coût. Après, en fait, il faut réussir. Ça, c'est un truc qui arrive petit à petit, mais il faut réussir à être un peu malin et à optimiser et à faire en sorte que. Enfin voilà, il y a des choses qu'on a fait au début, par exemple, où on s'est dit non mais là c'est vraiment trop long et c'est pas du tout rentable et on peut pas refaire ce genre de choses. Par exemple, là, le fait de maintenant favoriser le fait d'utiliser des matériaux de réemploi, mais qui vont être plutôt en lot. Où on va pouvoir travailler avec une ressource qu'on a un peu en quantité et qui va être la même, ça va nous permettre de passer aussi moins de temps à les retravailler. Après, donc il y a un équilibre qui peut clairement fonctionner. C'est aussi là l'intérêt d'être designer et de concevoir en fait. Parce que si on doit appliquer le réemploi à quelque chose qui n'a pas été conçu dans ce sens ou par quelqu'un qui le connaît, bon, déjà, en dehors du fait que ça va pas être possible parce qu'il n'y aura pas forcément la ressource adéquate, mais surtout, ça va être peut-être beaucoup plus cher. Mais nous, on va s'adapter et faire en sorte d'être un peu efficace dans comment on travaille, d'essayer de passer moins de temps. Et voilà, on va favoriser aussi, je sais pas, par exemple, si on doit faire une cuisine et on sait que si on fait des tiroirs, c'est super long parce qu'après, il faut les régler, il faut que ce soit hyper bien, etc., fait au millimètre. Et peut-être que si le budget il est moins élevé, on va aussi dire, en fait, ça va être que des placards. On va aussi trouver des solutions alternatives comme ça pour réussir à rentrer dans le budget qui est celui des clients qu'on a. Même si il y a certains endroits où on passe plus de temps. Et sur le sourcing, c'est pas forcément ce qui nous coûte le plus cher parce que en ayant un peu l'habitude, il y a des choses qu'on arrive à trouver assez rapidement et à identifier assez vite. Mais oui, sinon c'est sûr que mais il faut pas chercher le mouton à 5 pattes, quoi. C'est sûr que si on cherche quelque chose d'extrêmement précis et qu'on est très fermé dans ce qu'on cherche, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on essaye d'être assez ouvert et de se dire ok, c'est quoi les besoins techniques? Est-ce qu'il faut que ça soit résistant? Est-ce qu'il faut que ce soit esthétiquement très, très propre, très net parce que le client veut un résultat qui est vraiment hyper chiadé? Ou bien, voilà, on va essayer d'ouvrir la recherche pour avoir plusieurs possibilités de matériaux qu'on va pouvoir sourcer. Merci. Je prends en référence l'exemple qu'on a en image directement. Lorsqu'on budgétise ce type de projet-là, est-ce qu'à la fin, on n'arrive pas plus cher que si on avait acheté du neuf? Moi, c'est la question que je me pose au fond. Est-ce que sur ça, on n'arrive pas plus cher que si on avait acheté du neuf? Ouais. C'est ça la question? Ouais. Non, c'est sûr. Parce que là, on a un coût de matériaux. C'est un projet qui est ancien, qui date de 2020, donc je ne saurais plus redire le prix des matériaux. Mais globalement, par exemple, sur le bardage, je crois que le coût de matériaux, il est assez proche de 0. Le coût du matériau en lui-même, oui, parce qu'il a été sourcé. Le coût des matériaux. Après, le coût de la personne qu'on paye à recycler, trier, stocker. Eh ben, en fait, là, en l'occurrence, pour le stockage, il n'y en a pas, parce qu'en fait, on a été en flux tendu directement, donc on allait chercher les choses, on les a ramenées sur place. Pour ce qui est du transport, il y a un petit coût de transport, effectivement, mais
qui est du coup, c'est l'histoire de la location d'un camion et d'un aller-retour de 50 km, je crois, maximum. Je crois que le maximum des matériaux sur ce projet-là, on fait 50 km. Donc c'est assez faible aussi. C'est aussi pour ça parce que nous, on explique que le réemploi, pour nous, c'est quelque chose qui doit être fait de façon locale. Effectivement, faire venir des bouts de bois de l'autre bout de la France, voilà, forcément le coût, il n'est pas bon. Et le coût environnemental, il n'est pas bon non plus. Ensuite, sur la transformation, là, en l'occurrence, ce projet-là, c'était un travail avec une association. Et donc, ce qui réduit les coûts, c'est que, en fait, ils ont voulu faire intervenir une partie de leur équipe de bénévoles. Donc, du coup, nous, on a aussi conçu en fonction de ça. Mais là, il y a assez peu de transformation, en fait, parce que là, on ne va pas s'amuser à poncer toutes les lames, etc. Ça reste un bardage, un habillage extérieur. Donc, il y a le temps de pause, mais qui n'est pas forcément plus long que si on avait utilisé du bois neuf. Il y a le temps de huiler l'ensemble, mais ça, c'est pareil. Si c'était le même bois, on l'aurait fait aussi. Donc non, il n'y a pas du tout le coût, il est clairement en dessous du neuf. On a un pourcentage à peu près? Enfin, c'est un peu technique, mais... Un pourcentage de la différence de prix, tu veux dire? Environ à peu près sur chaque projet, juste pour avoir une échelle en fait, visuelle. Nous, on dit que globalement, ça coûte au final à peu près la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'avec les grosses hausses de matériaux qu'il y a eu ces derniers temps, je pense que du coup, nous, on est plutôt restés sur les mêmes... ça n'a pas eu d'incidence, nous, sur notre travail. Donc c'est pour ça que je disais que potentiellement, c'est un peu plus faible. Mais en tout cas, on prend une référence de à peu près le même prix. Donc si c'est en pourcentage, celui-là, franchement, je ne saurais pas te dire parce qu'en plus, vraiment, c'est un projet qui a quelques années, donc j'ai plus en tête les chiffres. Mais en fait, n'importe quel habillage en bois, en dessous de 10 ou 15 euros du mètre carré, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose. Donc là, si on part du principe que le coût, il est peut-être sur l'ensemble de quelques centaines d'euros, là, la différence, c'est sûr qu'elle est énorme. Mais je ne peux pas te dire de pourcentage. Yes. Surtout Non. que j'aime bien, quand je donne des chiffres, être sûr. Et du coup, je ne vais pas dire un truc à l'aveuglette. Je ne saurais pas te dire. Par exemple, quand je dis qu'on inclut 90 à 95% de matériaux de réemploi, je le sais parce que je comptabilise tous les matériaux qu'on utilise. Ils sont comptabilisés avec leur poids. Donc, pour chaque matériau, pour chaque projet, je peux dire le pourcentage de matériaux de réemploi qu'il y a. Même si là... Du coup, on va me le demander, mais je n'ai pas noté pour ceux-là, donc je les aurais peut-être pas. Mais voilà, sinon, sur des différences de prix, j'en ai pas. Mais en tout cas, on sait que on a d'autres collègues, amis qui font le même type de travail et on n'est pas plus cher. Okay. Merci beaucoup. Voilà, de rien. On a fait le tour? Plus de questions? Eh ben, merci beaucoup.